ce qui nous explique que sur les réseaux sociaux, on affirme, photo à l'appui, que les avions déversent des produits chimiques en plein ciel. Est-ce vrai ? Il nous a envoyé 3 photos, vous allez voir, un beau ciel bleu avec des panaches de fumée qui tourbillonnent plus ou moins. Avec nous, Frédéric Simotel, journaliste high-tech BFM Business. C'est en fait la théorie des chemtrails ou des traînées chimiques qui ressort, parce que c'est pas nouveau. Les chemtrails, c'est les chemical trails, donc c'est des traînées chimiques. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail, par les condensateurs, par les réacteurs des avions. Mais même le fait qu'il y ait des boucles, tout ça, ça veut rien dire. Bah oui, parce que ça s'est un peu évaporé, puis l'avion a peut-être viré. S'il a fait un virage, même un virage pas très marqué, avec l'air qu'il peut y avoir, avec le vent, ça a pu pousser un peu ces traînées-là. Mais c'est vrai que évidemment, on entend beaucoup de choses. Surtout que les conspirationnistes, ils s'appuient sur 2 études réelles qui ont été faites. Une première, c'est un brevet déposé en 91 qui décrivait une méthode qui servait à répandre de sortes de faire en sorte que le rayonnement solaire s'appuie sur on met des particules dans le ciel, le rayonnement solaire rebondit sur ces particules et remonte. Comme ça évite le réchauffement une sorte de couvercle. Voilà, une sorte de couvercle que l'on met. Donc ça, c'était un brevet qui avait été déposé. Et puis il y avait des militaires aussi qui avaient travaillé sur un brevet en disant, vous savez, un jour la sécurité militaire, ça se jouera sur le climat et on sera obligé de jouer avec les nuages. Et là, les conspirationnistes en sont emparés, ils ont dit, voyez qu'ils sont en train de travailler sur tout ça. Mais on sait que tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle de la géothermie, de la géo-industrie, c'est interdit. Bonjour à tous, je voulais aborder aujourd'hui, sans entrer dans des considérations trop farfelues, un sujet assez controversé, celui du voile nuageux complètement artificiel causé par l'aviation en général. Si vous êtes du genre sceptique, je vous suggère de regarder les images de cette vidéo qui sont à mon sens assez explicites et qui illustreront assez bien mes propos. Voilà, c'est un phénomène facilement observable et qui demeure assez intrigant à différents niveaux et qui mérite, selon moi, une certaine attention, une certaine réflexion. D'abord parce qu'il y a un phénomène assez énigmatique qu'on peut tous constater quotidiennement, un phénomène non naturel, je parle de ces traces rectilignes épaisses laissées par les avions qui, quoi qu'on en dise, ont un impact réel puisqu'elles modifient nettement l'aspect du ciel et finissent par le recouvrir et nous priver de sa précieuse luminosité. Ensuite, parce qu'il y a toujours eu une sorte d'opacité de la part des autorités en général et bien sûr des médias. En tout cas, il y avait clairement une négation du phénomène il y a encore quelques années. Et on peut désormais voir progressivement une certaine évolution dans le discours officiel puisqu'on a désormais droit à des explications du phénomène et on a même droit occasionnellement à des indications sur des techniques de géo-ingénierie. J'ai été assez étonné en préparant cette vidéo et en consultant internet que le phénomène de voile nuageux causé par l'aviation était désormais parfaitement admis et pris en compte dans les explications, ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore quelques années. Tout cela reste tout de même assez nébuleux et alimente naturellement les hypothèses, les projections les plus diverses de la part des observateurs attentifs depuis des décennies. Mais au-delà des non-dits ou des explications détournées, au-delà de l'opacité autour de cette question de la part des autorités compétentes, qui jouent finalement le rôle qu'on leur connaît, celui de conteurs de narratifs pour grands enfants immatures ou pour grands fous sous tutelle, il y a encore une autre curiosité pour moi. C'est celle que je qualifierais d'aveuglement des foules, ce refus catégorique de voir, ou peut-être est-ce une incapacité de voir des choses pourtant apparentes. Seuls les sujets traités massivement en boucle par les appareils médiatiques, ce qu'on appelle l'actualité, qui va constituer le principal sujet de discussion des foules pendant plusieurs jours, est considéré comme étant la réalité. Sorti des sentiers battus, sorti du traitement médiatique, on se rend compte que tous les sujets que l'on va essayer d'aborder n'intéressent pas. Mieux encore,
il n'existe tout simplement pas pour le citoyen moyen, doté d'un prêt-à-penser uniformisé et fourni par la doxa inséminée. Si l'on sait pertinemment que le champ de réalité de l'homo domesticus est conditionné par la bien-pensance, on peut se rendre compte avec ce sujet que ce n'est pas simplement la pensée qui est conditionnée, il semblerait même que la capacité de voir certaines choses évidentes nécessite que la psyché y soit prédisposée. Combien de fois m'est-il arrivé à l'époque de pointer mon doigt en direction du ciel en montrant d'énormes traînées blanches épaisses qui émanaient d'un avion, et combien de fois me suis-je heurté à une forme d'incompréhension, d'imperméabilité ou un refus catégorique de voir ce qui était pourtant observable instantanément. Il n'était pourtant pas question d'éléphants roses ou de petits hommes verts, mais simplement de questionner un phénomène artificiel, énigmatique, modifiant le paysage et parfaitement visible. Pour certaines personnes, il semble tout simplement qu'il n'y ait pas de mystère dans le monde dans lequel elles évoluent. Il n'y a pas besoin de réfléchir outre mesure à des choses pour lesquelles d'autres ont déjà réfléchi à leur place. Et s'il y a quelque chose à savoir, elles en seraient informées bien assez tôt par le système médiatique, créateur de réalités auxquelles elles accordent inconsciemment toute leur confiance. Et évidemment, le fait qu'un simple individu souhaite relever certaines observations ou réflexions sortant du cadre de pensée émanant d'un certain consensus de ce qu'est la réalité, il est automatiquement rejeté, comme si l'information ne pouvait pas passer à travers des filtres épais, ouverts uniquement à certaines occasions, devant la télé par exemple. En général, les gens ne se comprennent pas soit parce que leur paradigme est trop éloigné, les personnages ou les connaissances auxquelles elles se réfèrent sont trop différentes, soit parce que, tout simplement, leur préoccupation, ce qui occupe et nourrit leurs pensées, est trop distant. C'est aussi là, à mon sens, que les sphères complotistes en général jouent le rôle d'agents décrédibilisants en s'emparant de certains sujets importants, en y mêlant du vrai pour attirer l'intérêt de ceux qui ont un attrait pour les mystères, du faux pour corrompre la vérité, et de la fantaisie pour décrédibiliser définitivement le sujet aux yeux des pragmatiques. Il y a vraiment à boire et à manger dans ces courants dits complotistes, et certaines personnes devraient prendre un peu de distance, chose que j'ai faite moi-même ces 10 dernières années, mais d'autres en revanche, un peu trop sceptiques, devraient peut-être y jeter un œil neutre de temps à autre, car il n'y a pas que des bêtises qui y sont dites loin de là. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Que peuvent bien être ces traînées blanchâtres dans le ciel ? On les appelle communément en français des traînées de condensation. En anglais, on appelle ça des contrails, pour condensation trail. Bon, je fais un petit effort pour l'accent. C'est un phénomène bien connu qui dépend des variations des conditions atmosphériques et pour faire très simple, la condensation de la vapeur d'eau émise par les moteurs d'avion à une certaine altitude va former une légère traînée blanche, un nuage rectiligne artificiel qui disparaît assez rapidement après le passage de l'avion. C'est un phénomène que l'on peut observer encore de nos jours et qui est ancré dans mes souvenirs d'enfant nés au début des années 80. Et beaucoup s'arrêtent à ces explications. Mais il y a un problème, parce qu'il y a tout de même une distinction à faire entre des traînées d'avions qui disparaissent quelques secondes après le passage de l'appareil, comme cela a toujours été le cas, et là je vous invite à voir l'image en cours, et les traînées rectilignes blanchâtres et persistantes sur plusieurs kilomètres que l'on observe de plus en plus ces 20 dernières années, qui après la disparition de l'avion vont stagner, puis progressivement s'épaissir et qui vont finalement remplacer un ciel bleu le matin par un épais voile nuageux persistant. Un ciel laiteux, complètement artificiel,
souvent quadrillées par le croisement des avions. Ces traînées blanchâtres épaisses et persistantes sont appelées dans les sphères dissidentes ou complotistes des chemtrails, pour chemical trail. Cela sous-entend l'addition de produits plus ou moins chimiques à la condensation classique. Il ne s'agit donc de ce point de vue plus d'une simple condensation de contrail, mais d'un mélange d'additifs chimiques et de condensation, les chemtrails, et surtout d'une volonté d'arriver à ce résultat de traînées épaisses formant un voile nuageux. Cette théorie considérant l'addition de produits chimiques est évidemment réfutée catégoriquement par l'officialité, moquée par les débunkers et autres zététiciens. D'ailleurs, le terme même est de plus en plus censuré sur les réseaux. Sur Pinterest, par exemple, la recherche sous ce terme n'est plus autorisée. Elle ne donne plus de résultats. Les vidéos YouTube parlant de ce sujet ainsi que les comptes associés sont souvent supprimés. Là où les débunkers sont extrêmement malhonnêtes, c'est que pour décrédibiliser le phénomène, ils se servent d'une théorie du complot qui exprime le fait que les chemtrails seraient une volonté d'empoisonnement des populations par des produits chimiques. Théorie qui est évidemment invérifiable et à laquelle je n'adhère pas. Mais jamais ils ne parlent, ou alors très rarement, de techniques de géo-ingénierie. En tout cas, pour l'officialité, les chemtrails n'existent pas. Il y a bien des traînées blanchâtres persistantes, mais il s'agirait là uniquement de condensation. Pour les scientifiques du climat, il s'agirait simplement d'une conséquence malheureuse du trafic aérien qui, il est vrai, a fortement augmenté ces dernières décennies. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quelques années encore, il n'était pas admis, il n'était pas de notoriété publique que les traînées des avions étaient à l'origine du voile nuageux. Le phénomène était complètement étouffé, alors qu'aujourd'hui il semble parfaitement admis, à condition de parler de traînées de condensation et non de traînées chimiques. Car la notion de traînée chimique renvoie à une volonté d'arriver à ce résultat, celui des nuages artificiels. Cela sous-entend une orchestration, une organisation et cela renvoie à une notion d'épandage de produits. On est ici dans une notion d'ingénierie climatique. Et c'est là qu'on nous prend un peu pour des imbéciles tout de même, parce qu'entre les explications sur la condensation due à la combustion des avions et des considérations sur l'obscurcissement total du ciel sur des centaines de kilomètres, il y a quand même une grosse distinction à faire. On parle ici de création artificielle de nuages sur des kilomètres de modification de l'aspect du ciel, modification de la luminosité, des températures. On parle de modification de la météo sur des centaines de kilomètres à la ronde. On parle d'un phénomène qui est mondial. En définitive, on parle de modification ou plutôt de perturbation du climat. Et à l'ère des grandes préoccupations climatiques, justement, c'est tout de même assez étonnant que ces questions-là n'aient pas été mises sur le devant de la scène, parce qu'on a beaucoup entendu parler d'empreinte carbone, en évoquant la question du trafic aérien, effectivement, mais jamais il n'est question dans le débat public de l'obscurcissement du ciel par les nuages artificiels formés par le passage des avions. Aujourd'hui, la question n'est visiblement plus de savoir si ces nuages sont naturels ou artificiels, question qui se posait réellement à l'époque, chose que l'officialité a fini par admettre comme si de rien n'était, comme si elle l'avait toujours admis, alors que ceux comme moi qui s'intéressent au sujet depuis plusieurs décennies savent que ce n'est absolument pas le cas. L'officialité a visiblement corrigé ce paramètre dans son narratif, et je parle bien du narratif pour le grand public, puisque la science du climat et les militaires, quant à eux, s'intéressent à cela depuis bien longtemps. Mais la question centrale qui demeure aujourd'hui est de savoir si ces nuages rectilignes sont une conséquence malheureuse d'un trafic aérien non maîtrisé,
ou bien s'ils sont au contraire utilisés consciemment comme des instruments de géo-ingénierie. Je vous lis rapidement quelques passages Wikipédia sur le sujet. Ensuite, je vous passerai une petite vidéo, ou plutôt l'audio pour éviter la censure, et c'est sûrement la vidéo la plus pertinente et la plus significative à mon sens qui m'ait été donnée de voir sur le sujet. Donc sur Wikipédia, qui reste malgré tout un certain relais de ce qui est officiellement admis, l'article est vraiment intéressant et pas mal détaillé avec toutes les études correspondantes. Donc rapidement, on nous explique notamment la nature physico-chimique des traînées, leur mécanisme de formation, les différents types de traînées produites en fonction des différents moteurs. On nous explique qu'elles peuvent même provenir des ailes, les différents facteurs qui peuvent favoriser la formation de ces nuages artificiels, etc. On nous informe notamment que les traînées de condensation sont bien considérées comme des nuages. On parle même d'homo mutatus pour des nuages créés par l'activité humaine. Et ça, c'est une vraie nouveauté. On nous informe que ces traînées contiennent aussi des aérosols, des particules émises par les réacteurs, par exemple, du noir de carbone et des sulfates. C'est intéressant à savoir. On peut dès lors se poser la question de savoir où est la frontière entre contrail et chemtrail. Il est admis ici que les traînées de condensation influent sur le climat en perturbant deux constituants clés de l'atmosphère, l'ozone et la vapeur d'eau. On peut encore lire que ces nuages artificiels peuvent couvrir de vastes surfaces de ciel, notamment dans l'hémisphère nord. Ils peuvent persister durant plusieurs heures, parfois plusieurs dizaines d'heures. C'est vraiment surprenant, on est clairement passé à une nouvelle étape dans l'officialisation, ou plutôt dans la volonté de faire accepter au grand public les notions de géo-ingénierie qui, sans aucun doute, seront tout à fait admises, elles aussi, dans les 10 prochaines années. Ceci étant dit, j'ai quand même trouvé cet article pas mal orienté. Alors je vous le résume un peu caricaturalement. En gros, la science du climat étudie encore, elle découvrirait presque le phénomène des nuages artificiels formés par le trafic aérien. En tout cas, elle l'admet et elle essaie de mieux le comprendre. Je vous cite encore quelques passages en ce sens. Les nouveaux outils de suivi. De nouveaux outils permettent de mieux comprendre la chimie et la physique des traînées de condensation, des cirrus et de leur processus de production et de disparition. Ils pourraient un jour assurer un suivi permanent de leur production, évolution et impact géoclimatique. Un autre passage. Les sciences du climat et de l'atmosphère cherchent à mieux quantifier la part respective de ces deux phénomènes, dont en Europe de l'Ouest, qui selon les images satellitaires est l'une des zones les plus touchées au monde. À court terme, les impacts précoces, visibles et les plus importants de l'aviation sont les traînées de condensation et l'induction des cirrus qu'elles provoquent. Un autre passage encore. Les émissions des avions semblent aussi perturber l'équilibre photochimique atmosphérique, encore mal compris à cette altitude, mais qui est a priori fortement couplé au climat global. Voilà, vous voyez l'idée générale. La science du climat cherche à comprendre le phénomène des contrails qui deviennent de vrais nuages et qui influent sur le climat local, comme si la science du climat découvrait en 2024 l'impact de ce que moi, simple observateur, quelconque, comme beaucoup d'autres, constatons depuis au moins 20 ans. Mais plus loin dans le même article, on peut pourtant lire, et là je vous cite un dernier passage promis, le premier signalement connu de traînées de condensation remonte à 1915 dans le Tyrol du Sud. Cependant, on a pris conscience de l'ampleur physique de leur impact que dans les années 90, après que des scientifiques de la NASA, en 98, eurent par exemple montré que des traînées de condensation
produites sur la côte pacifique des États-Unis pouvaient s'étaler et fusionner pour produire un cirrus, un type de nuage, couvrant 3600 km². Des photographies satellites ont ensuite dévoilé des traînées de condensation produites par l'aviation commerciale au-dessus de la Nouvelle-Angleterre, formant un nuage qui a atteint 34 000 km². Une première étude sur le mécanisme de formation est publiée en 1953 par la Société américaine de météorologie. En 1993, un programme cofinancé par la Commission européenne dit Mosaïque, entre 1993 et 2008, associant 5 avions long courrier en service commercial, a commencé à mesurer les taux d'ozone, de vapeur d'eau, de monoxyde de carbone et d'oxyde d'azote pour produire un début de base de données utile pour évaluer les processus photophycochimiques atmosphériques en jeu à échelle de l'atmosphère planétaire et pour le climat et la qualité de l'air, etc. Donc tout ça pour dire que l'observation du phénomène n'est absolument pas nouvelle. On ne découvre absolument rien dans les sphères scientifico-climatiques et militaires. Bien, passons maintenant à l'extrait diffusé dans l'émission Télématin sur France 2 autour de 2013, si mes souvenirs sont exacts, une époque où les traînées opaques étaient encore tabous et les nuages artificiels non admis. Une vidéo exceptionnelle à mon sens qui explique parfaitement de quoi il est question quand on parle de chemtrail ou de géo-ingénierie. Je vous suggère d'écouter attentivement l'extrait qui va suivre. Retenez bien les précautions de langage avec l'insistance sur des termes tels que « cela n'existe pas encore »,« c'est pour l'instant un futur improbable », c'est de la science-fiction. Et le beau temps, c'est une ambition assez tentante en ce moment. Mais attention, ça peut être dangereux. Alors Laurence Beauvillard est allée rencontrer des scientifiques spécialisés de la météo, spécialistes de la météo, et une seule ambition qui pourrait paraître comme ça un petit peu justement large, eh bien essayer de ralentir le réchauffement climatique. Comment ? Avec une bonne idée. La science et l'imagination vont souvent de pair. En s'inspirant de véritables phénomènes naturels, des chercheurs ont inventé des moyens pour stopper le réchauffement climatique. C'est de la géo-ingénierie. Pour l'instant, c'est encore un futur improbable. Tout d'abord, il faut dire que ces techniques n'existent que sur le papier. Elles n'ont jamais été mises en œuvre. Certaines sont d'ailleurs complètement irréalistes. Et d'autres, par contre, apparaissent plus faisables, même si les technologies n'existent pas encore. Il y a deux catégories de techniques envisagées. La première consiste à réfléchir une partie du rayonnement solaire en interposant un écran entre la Terre et le Soleil. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Une première manière consisterait à injecter des particules dans la haute atmosphère de manière à réfléchir ce rayonnement solaire et à refroidir le climat à la manière de ce qui se passe lorsqu'il y a une grosse éruption volcanique. Une deuxième manière consisterait à injecter cette fois-ci des particules de sel marin dans la basse atmosphère de manière à rendre les nuages plus rafraîchissants et à nouveau à refroidir la planète. Un deuxième problème, c'est que toutes ces particules ne restent pas dans l'atmosphère, elles retombent très rapidement et donc il faut les injecter en permanence. Et si un jour, pour une raison ou une autre, eh bien, on arrête d'injecter ces particules, alors même qu'on a continué à émettre des gaz à effet de serre, eh bien, on a un phénomène de rattrapage climatique très rapide où la planète va donc se réchauffer en une décennie de manière très importante. Il y a un certain nombre de pays qui travaillent sur la géo-ingénierie du climat, en Europe, aux États-Unis, et on commence à voir apparaître des équipes de recherche en Chine et en Inde. Modifier le climat n'est pas une idée nouvelle. En 1960, on a même imaginé que l'on pourrait réchauffer certaines parties de notre planète inhospitalière comme l'Arctique. 50 ans plus tard, la géo-ingénierie est beaucoup plus vertueuse et elle intéresse de véritables scientifiques. Mais elle reste de la science-fiction car aujourd'hui, la meilleure solution reste de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je crois que c'est assez clair et cela illustre exactement ce que sont pour moi les chemtrails ou contrails, appelez ça comme vous voulez, cela ne fait aucune différence.
Pour ma part, d'après mes modestes observations du ciel depuis 20 ans, quasi quotidiennement, et pour toutes les raisons, toute l'argumentation présentée depuis le début, j'arrive à la conclusion que ce que nous observons chaque jour dans le ciel est bien un procédé de géo-ingénierie, qui a lieu officieusement depuis toujours, depuis une date que je ne saurais préciser, en tout cas depuis plusieurs décennies. On oppose souvent à cette théorie le fait qu'il faudrait pour cela une gigantesque machination qui impliquerait des millions de personnes. En réalité, il suffirait simplement que quelques personnes, les commanditaires, se servent du système en place, ici en l'occurrence le trafic aérien. Il suffirait simplement d'ajouter des additifs, dont j'ignore évidemment la composition, à la condensation naturellement présente. Et il suffirait, par exemple, d'expliquer au personnel compétent qui s'occupe de l'approvisionnement qu'il s'agit ici d'additifs destinés à réduire la consommation de carburant ou encore à rendre les moteurs plus résistants. Voilà, c'est un non-sujet pour moi, il suffit de voir le système dans lequel on vit pour comprendre que les petites mains occupent simplement leur fonction, où tout est compartimenté de sorte que personne n'a jamais vraiment une vision d'ensemble, où chacun exécute des directives dont souvent il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Mais qu'est-ce que la géo-ingénierie? C'est plus ou moins une volonté de maîtriser le climat et les phénomènes météorologiques. Il existe différentes techniques pour différents effets. Ici, il s'agirait plutôt de créer un voile nuageux qui agirait comme un filtre ou un écran pour réverbérer les rayons du soleil et la chaleur pour les renvoyer vers le ciel, comme on a pu le voir précédemment dans le petit extrait vidéo. Alors pour quelles raisons exactement, je ne suis évidemment pas dans le secret et je ne peux émettre ici que des hypothèses ou plutôt des suppositions probablement fantaisistes ou pas. Peut-être est-ce par crainte d'un réchauffement planétaire et d'une fonte éventuelle des glaces, la crainte d'une forme de déluge qui submergerait les côtes. Peut-être que ces traînées servent de relais à des hautes fréquences. Peut-être encore est-ce pour nous cacher le ciel et nous empêcher de voir certains phénomènes astronomiques qu'on ne devrait pas voir. Peut-être est-ce simplement l'expérimentation d'apprentis sorciers, de techniques militaires. Peut-être est-ce encore un moyen d'épandre des produits sur les populations comme le veulent certaines théories conspi, ce qui n'est pas si délirant, ce qui semble avoir déjà été le cas avec les expériences de la CIA aux États-Unis et même en France, à Pont-Saint-Esprit, où du LSD aurait été épandu sur le village selon les documents déclassifiés de la CIA. On peut penser également encore à l'agent orange utilisé au Vietnam, etc. C'est une histoire incroyable qui s'est déroulée au début des années 50 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Les habitants avaient été pris de folie. 5 d'entre eux même avaient été tués. On a longtemps accusé le pain d'avoir été empoisonné. Aujourd'hui, révélation fracassante, la CIA aurait volontairement arrosé par voie aérienne le village de LSD dans le cadre d'une expérience. Pour ma part, la porte reste toujours ouverte à toutes ces théories car les gens qui gèrent l'asile à ciel ouvert, l'élevage d'humains domestiqués, sont capables de tout. L'histoire l'a à maintes fois démontré. Ce qui est certain, à mon sens, c'est qu'il y a bien des programmes de géo-ingénierie en cours. Il existe d'autres techniques très officielles comme la provocation d'ouragans, l'ensemencement des nuages pour faire pleuvoir, qui sont à distinguer de la création du voile nuageux dont il a été question. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense. Elle n'est pas venue naturellement. Ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse.
Comment? En intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glacogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Mais elles opposent les scientifiques. Il y a d'un côté ceux qui y croient fermement, de l'autre ceux qui pensent qu'on ne peut rien prouver, et puis il y a ceux qui s'interrogent sur les conséquences de ces pratiques sur l'environnement et la santé. Je pourrais encore parler du projet HARP, des machines à tremblement de terre, des hautes fréquences, mais ça nous emmènerait peut-être un peu trop loin. Encore une dernière chose que j'ai oublié d'intégrer à la trame de la vidéo, une chose vraiment étrange, pour ne pas dire malaisante. Il se trouve que dans les années 2010, les observateurs attentifs pouvaient voir dans les dessins animés ou dans la pub des images subliminales de traînées de condensation. Des images subliminales qui renvoient vraiment à la programmation mentale et au fait d'intégrer ces nuages artificiels comme faisant partie du paysage, comme étant parfaitement normaux. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a vraiment quelque chose d'énigmatique, en tout cas d'obscur sur cette question. Ça paraîtra peut-être un peu tiré par les cheveux pour certains, mais pour moi, ça n'est pas du tout anodin. Voilà, après cet exposé, je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Alors, que sont réellement ces traînées persistantes pour vous? Une simple conséquence de la multiplication du trafic aérien? Des additifs sont ajoutés au kérosène pour réduire les coûts? Ou bien serait-ce un vaste programme de géo-ingénierie? Ou serait-ce encore une volonté de diffuser des produits expérimentaux sur les populations, comme cela a pu être le cas à Pont-Saint-Esprit? Voilà, j'attends vos commentaires. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.